Donc aujourd'hui, c'est la deuxième audition du groupe d'études sur les jeux vidéo. La première audition était pour l'association Women in Game, que vous devez, je pense, connaître, qui promeut la place de la femme dans l'industrie du jeu vidéo et dans les sports. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Fabien Devide et Nicolas Moret de l'équipe Vitality du club, je dirais plus exactement, parce qu'il y a de nombreux supports, de nombreux jeux. League of Legends pour le plus connu, Rocket League, FIFA et tant d'autres. Comme toutes les auditions, on va vous laisser la parole pendant une petite quinzaine de minutes pour nous présenter un peu la structure, le fonctionnement, l'historique de votre équipe, et puis aussi les perspectives que vous avez d'évolution. Et puis après, on abordera parmi nous les questions qui nous interrogent dans le but de nous permettre d'évoluer, d'apprendre de ce milieu qui reste quand même encore très peu connu sur le territoire français, puisque de mémoire, il représente un peu moins de 30 millions de dollars en 2017. Je vous laisse la parole, merci à vous. Merci beaucoup de me recevoir déjà dans un premier temps. J'y vais. Tu commences. Ok. Donc voilà, je m'appelle Fabien Deville, donc on me connaît plus sous le pseudonyme de Léo. C'est un petit peu les particularités et les spécificités en fait, de ce milieu-là, c'est qu'on a des pseudonymes. Et voilà, moi j'ai choisi quand j'avais 2 ans. J'en ai 25 maintenant, donc j'ai pas choisi un truc de 30 ans, donc ça va. Je fais de l'e-sport depuis que j'ai à peu près 13 ans, ça fait quasiment une dizaine d'années. J'ai commencé en fait dans le milieu associatif comme la plupart des choses, avec des personnes dans ce milieu-là, parce que on vient tous de ce monde-là, de ce petit monde, et puis l'e-sport en fait a été très peu structuré, et on est en voie de structuration depuis quelques années de manière assez croissante. Et voilà, c'était mon sport. J'avais des amis qui faisaient du tennis, du football, etc. Moi, mon sport vraiment, c'était l'e-sport. Donc, je suis un enfant de la console. C'est aussi, c'est-à-dire que je jouais et je faisais de la compétition de jeux vidéo sur console et pas sur PC. Parce qu'aujourd'hui, ça se démocratise essentiellement sur PC et ça se professionnalise énormément là-dessus. Voilà, on va dire que j'ai connu un peu toutes ces étapes-là. Donc, j'ai commencé en tant que bénévole dans une association où à l'époque, on était capable de rassembler 3 ou 4 équipes justement encore sur console parce que le PC était déjà un petit peu plus costaud, et ensuite j'ai été gérant d'une petite association à Lyonnaise, parce que c'est d'où je viens, et voilà, j'ai un petit peu franchi toutes les étapes en tant que coach, manager, et puis gérant d'une équipe. En parallèle de ça, j'ai fait des études, voilà, où j'ai eu un BTS audiovisuel, et c'est comme ça que je suis entré dans la vie active, et j'ai fait en fait la chance de travailler à la télévision, où j'ai rencontré Nicolas en tant que monteur vidéo pour une série pour M6. Et j'ai toujours en fait eu cette double passion, en fait, ce double enjeu. C'était difficile à cette époque pour moi d'en vivre, parce qu'on survivait plus qu'autre chose, parce qu'on était vraiment en fait aux prémices finalement de ce milieu, de cet écosystème-là. Donc on naviguait un peu d'équipe en équipe. Moi j'étais toujours dans la gestion de mon association en espérant justement un jour trouver des financements pour l'amener à l'étape suivante. Et donc voilà, j'ai été coach, manager pendant très longtemps, et un jour, je me souviens, c'est Nicolas venu me voir arriver un lundi un peu fatigué parce que voilà, on était semi-pro, donc c'est-à-dire que la journée on travaillait et le soir on était un peu Batman, c'est-à-dire qu'on arrivait et il fallait s'entraîner jusqu'à pas d'heure, et le week-end on était en compétition un petit peu partout en Europe, et voilà, j'ai eu la chance d'être champion d'Europe avec mon équipe Call of Duty et champion de France à un événement qui s'appelle la Formule Arena, et c'est là où Nicolas a commencé un petit peu à se poser des questions en disant mais pourquoi le lundi tu arrives, tu es si fatigué, parce que je dis bah voilà, j'étais à Amsterdam ce week-end, on fait des compétitions, je fais du sport, je connaissais très peu à ce moment-là. Et on en parlait du coup. Et donc moi j'étais monteur vidéo, et Fabien est arrivé comme assistant, et voilà, il avait une personne qui se met à bosser avec moi, et effectivement je voyais qu'il avait une passion à côté, donc je commence à me renseigner un petit peu là-dessus. Il m'explique ce que c'est que l'e-sport. Moi je connaissais juste le jeu vidéo à l'époque. Pas vraiment la notion d'e-sport à part Elki, donc le joueur français qui était parti en Corée jouer sur StarCraft, je ne connaissais pas plus que ça. Et Fabien me dit viens à une compétition, donc là j'y vais. C'est une histoire que je raconte souvent mais qui est très marquante pour moi, c'est qu'il y avait Fabien à l'époque avec Gotaga, qui est encore très connu aujourd'hui, on reparlera de lui, qui était un peu déjà le joueur phare que Fabien manageait à l'époque. J'arrive à cette compétition et je vois Fabien et Gotaga qui se font arrêter tous les 10 mètres pour prendre des photos par des jeunes. Et donc je découvre un univers que je ne soupçonnais pas du tout. Et en fait, Fabien était une superstar dans cette niche, dans cet univers de niche, dont j'avais vraiment jamais entendu parler. C'est là que je commençais à me rendre compte du
potentiel. Et pour raconter rapidement l'histoire, Fabien a toujours été dans le côté passion. Il n'avait pas forcément la vision d'en faire une entreprise. Et moi, j'ai apporté cette vision-là en disant, voilà, une première idée de business model. Alors ça a beaucoup changé, on fera un peu l'historique. Mais à l'époque, c'était basé sur le streaming. Il faut savoir que le contexte à l'époque, en 2013, c'est Dailymotion qui a beaucoup investi dans le stream de jeux vidéo, puisqu'ils n'arrivaient pas à concurrencer YouTube sur la VOD. Donc ils se sont dit on va beaucoup investir. Donc c'était assez en avance. Il y avait déjà Twitch qui aujourd'hui le mastodonte sur les questions de stream de jeux vidéo. Mais Dailymotion en Europe investissait beaucoup pour développer cette activité-là. Et du coup, nous on a développé on va dire un business model où on a créé une équipe indépendante. Ça, Fabien reviendra dessus, mais l'idée, je suis mis sur le business model, l'idée c'était de s'émanciper des structures existantes à l'époque, et Fabien l'expliquera. On a fait un premier business model où le joueur streamait et on prenait une partie des résultats de leur stream pour financer l'équipe. Ça, c'était vraiment les prémices. Après, on a beaucoup évolué. Bon, je reviendrai sur les évolutions. Donc, c'est à ce moment-là justement que Nicolas, quand j'ai 19 ans, je suis phonique administratif. Comme la plupart des gens, on a pas envie forcément. Ah oui, je pas. Mais c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément cette envie d'entreprendre. Moi, je ne connais pas ce milieu-là, je ne sais pas ce que c'est. Ce qui maintenant est une sorte de deuxième amour entrepreneuriat. Mais à l'époque, voilà, je n'ai pas cette fibre-là, en tout cas, même si je suis dans le milieu associatif depuis quelques années maintenant. Et voilà, c'était la volonté sur la crédit Tahiti, c'était d'avoir quelque chose qui nous ressemblait en fait. On voulait s'émanciper un petit peu des structures qui étaient là auparavant et sur lesquelles on avait inclus un petit peu tous les tailles, et on s'est dit pourquoi on ne fait pas quelque chose finalement qui nous ressemble, qui est assez authentique et qui parle de notre communauté, parce qu'on avait la chance effectivement d'avoir un accélérateur de particules formidable qui est Botaga. Botaga en gros toujours cette double casquette qui est un joueur compétitif et à la fois youtubeur, donc c'était le phénomène en plus de ce moment. C'est-à-dire qu'en vrai, aujourd'hui, l'histoire en France doit énormément on va dire énormément à YouTube sur cette médiatisation, ou en tout cas ce phénomène de YouTube. Et lui, c'est là. Alors, ne faut pas s'inquiéter, c'est juste une sonnerie pour dire qu'il faut aller voter. Et je vais me laisser juste la parole à Thierry, parce que justement, il doit aller voter. Et pour se présenter, donc Thierry est, je pense, très connu pour vous, mais vous ne le savez pas encore. Il va vous expliquer pourquoi. Bonjour à tous les deux, donc vraiment très heureux que vous soyez là cet après-midi à l'initiative de Denis. Alors moi je suis, vous avez décrit un enfant du jeu vidéo, alors moi je pourrais dire je suis un père du jeu vidéo, parce qu'en fait mon fils Étienne, qui est plus connu sous le nom de Steve dans League of Legends, en fait est venu après son bac pour nous dire, mon épouse et moi-même, que finalement il n'allait pas poursuivre des études et qu'il allait se consacrer directement à essayer de devenir joueur de jeux vidéo professionnel. Donc, en tant que parent, on était un peu surpris. Et donc, je pense que j'ai un peu vécu en tant que parent ce que vous avez connu vous-même, avec toutes les difficultés pour finalement trouver sa place dans cet univers qui est évidemment très nouveau, très en mouvement, et pour lesquels les parents n'ont aucune idée de quels sont les conseils qu'on peut donner aux enfants. Et donc, je pense que ce groupe de travail, ce groupe d'études est vraiment très important pour qu'on puisse effectivement aussi permettre aux jeunes qui veulent s'engager dans cette voie d'être un peu mieux accompagnés, protégés par rapport à des parcours qui sont effectivement compliqués. Donc voilà, je voulais juste vous dire un petit coucou, vous saluer, vous encourager dans ce que vous faites, parce qu'effectivement vous êtes un peu ceux qui réussissent sont les modèles pour ceux qui souhaitent s'engager dans cette voie, et à nous de voir comment est-ce qu'on peut vous évaluer par rapport à ces beaux parcours et à ces opportunités aussi économiques. Belle industrie. Voilà, donc je suis vraiment désolé de devoir partir, mais avec Denis et les gens présents, vous êtes dans de bonnes mains. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne continuation à tous les deux. Je vous laisse reprendre. Non, c'est drôle, et ça montre aussi un petit peu la dimension que prend l'e-sport par rapport à sa fille, qui a joué en LCS, qui est un excellent jeu. Ça nous a fait mal dans un match. Ils avaient battu à lui tout seul un match. C'est à l'époque où il était au PSG Non, il était chez Shaq. C'était un ultime. Éléments, je crois. Ouais, c'est ça. Il nous avait fait du mal. Mais non, c'est génial d'entendre ça, et effectivement, c'est des difficultés qui est compliquées parce que
moi j'ai eu la chance en fait d'avoir une mère qui est très ouverte d'esprit parce que pareil, puis je suis allé aussi au bout de mon cursus scolaire, donc ça aussi, ça l'a rassuré sur pas mal d'éléments. Et ça, on va en parler après, mais la formation et la reconversion, c'est des éléments qui sont au cœur finalement de notre politique, et ça doit vraiment être au cœur en fait, du développement de tous les clubs en France et en Europe aujourd'hui. C'est des choses sur lesquelles justement on entreprend énormément et on essaie de consolider, en tout cas de former des bases, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui est important pour nous, et on est au-delà justement de la gestion d'un club, on est aussi pour le bien-être de l'écosystème, et c'est hyper important justement que le jeu vidéo et surtout les joueurs sortent un peu de ce côté précaire, parce que c'est ultra concurrentiel finalement comme du sport, c'est 0,01% aujourd'hui, on va dire des sportifs, des athlètes, des cyberathlètes qui sont capables d'en vivre, donc c'est vraiment ultra élitiste finalement comme le sport traditionnel, et ça c'est des choses qui me tiennent à cœur et sur lesquelles il faut effectivement il faut en parler et surtout il faut agir. Voilà. Petite digression refermée. Donc voilà, je monte en 2013 pour avoir une solution finalement à cet e-sport à l'ancienne. Donc on arrive dans une nouvelle génération finalement de l'e-sport où on essaye d'avoir cette proximité avec les fans tout en essayant de promouvoir quelque chose et l'excellence. Parce que quand on s'associe avec Gotaga, Broken, etc., Team Vitality, c'est pour ambitionner justement d'être la meilleure équipe européenne potentiellement du monde à ce moment-là. Sur Call of Duty, qui était notre cœur de cible, et en fait en 2013, voilà, on monte notre SAS, donc, qui s'appelait Reloing à l'époque. Et je prends beaucoup le relais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, et ça, on n'était pas les seuls à souffrir de ça, c'est qu'il n'y avait aucun cadre juridique. Donc maintenant, ça a changé, et c'est une belle évolution qu'on voit dans d'autres pays, d'ailleurs pas que européens. Bon, c'est une évolution globale dans beaucoup de pays, c'est-à-dire que les gouvernements respectifs prennent conscience du phénomène et légifèrent et encadrent la pratique. Nous, quand on a commencé en 2013, voilà, on était des néo-entrepreneurs, on avait déjà de notre côté tout à apprendre sur l'entreprise, et en plus on était dans un secteur où il n'y avait pas de précédent en quelque sorte. Donc il a fallu un petit peu construire, on allait s'adresser à des avocats, à des gens, essayant de leur expliquer ce qu'on faisait. Ça, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé, c'est toujours une grosse partie de notre boulot d'expliquer ce que c'est que l'e-sport. Ça commence à être connu un petit peu, mais il y a encore cette problématique-là. Donc il y a vraiment un travail d'éducation. Voilà. Et donc on a commencé, on va dire, sur le tas, en essayant diverses formules, en regardant ce que faisaient les autres. C'était un petit microcosme avec d'autres équipes. Aujourd'hui, ce qui est vraiment différent, c'est qu'on a un cadre où on peut enfin embaucher des joueurs en CDD, comme le sont les sportifs traditionnels. Le CDD d'e-sportif qui se rapproche vraiment du CDD de sportif. Sachant que notre pratique, à l'instar du sport, la pratique sportive traditionnelle, a des spécificités qui nécessitent des contrats particuliers. Donc voilà, à l'époque, on a un petit peu tâtonné dans beaucoup de directions. De même pour notre business model, on est une entreprise qui s'est transformée pas mal de fois. On a commencé avec le streaming, et puis on va dire Dailymotion qui finançait pas mal de l'e-sport français à cette époque, en 2013. Je pense que beaucoup de structures donnent une fière chandelle aux investissements de Dailymotion à l'époque. Un jour, la source de revenus s'est un petit peu tarie, sinon ils ont changé de stratégie. Il a fallu s'adapter, et pour le mieux, puisqu'on a en fait pris conscience aussi au fil des années qu'en fait, on se dirigeait vers le modèle d'un club de sport, le modèle d'un club. Au début, on n'avait qu'un seul jeu, donc on était vraiment juste c'était une stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait en France, on est vraiment mis à tête de ce côté-là, c'est vraiment qu'on a une génération de joueurs depuis des années qui sont ultra compétitifs sur la plupart des jeux. Et nous, à la base, je suis un enfant de la console, j'ai commencé avec Gotaga qui est un youtubeur évident sur console. Et le but c'était d'aller sur un deuxième jeu en fait, qui incarne l'excellence à la française. Et à cette époque-là, et c'est toujours le cas, on avait un jeu sur lequel on a extrêmement forcé, FIFA. Et FIFA, c'était aussi le parfait. C'était le parfait jeu aussi pour vulgariser un petit peu qu'est-ce que c'est l'e-sport, parce que c'est le jeu le plus facile d'accès, étant donné que ça reprend les codes du sport traditionnel et du foot moderne. Donc ça a été notre extension, et c'est ce qui nous a permis aussi de rentrer en fait plus dans un côté structurel et vraiment dans une notion d'équipe. Avant, on était vraiment un line-up, c'est-à-dire 4 joueurs avec un coach, et c'était l'histoire qu'on racontait. C'est-à-dire que c'était très facile à gérer, étant donné qu'il y avait quelques classes d'individualité, j'étais coach, manager, community manager, je faisais tout. Et avec Nico qui gère l'administratif derrière, donc c'était très artisanal, et au final, on n'avait pas besoin de grand-chose pour en vivre, et on essayait plus de mettre en place en fait, les piliers de notre communication et de l'ADN qu'on voulait inculquer à notre club. Et après, avec FIFA, on a passé un cas, c'est-à-dire que vraiment on a commencé à recruter, à s'ouvrir à d'autres jeux, à d'autres connaissances de scène et à un management qui était un peu plus global. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on a eu le shift. En fait, on a eu vraiment
réinventer, de changer notre business model parce que c'était pas très sain par rapport à plein d'aspects et surtout on s'est dit au final sur plein d'aspects on se rapproche du sport traditionnel, la biologie elle est hyper présente. Donc nous notre but c'est à ce moment-là c'était de se dire voilà on va sortir de ce modèle-là où finalement on vampirise à moitié ce qui était le cas finalement les audiences des joueurs et on n'était plus trop orienté sur la performance sportive mais plutôt sur l'entertainment avec de la médiatisation. Et on s'est dit on va être simplement un club de sport, on va vraiment arriver et amener, créer des champions et générer des champions du monde. Et c'est à ce moment-là en fait vraiment qu'on a eu cette métamorphose on va dire et on a collé, on s'est recollé en fait à ce qu'on voulait être, c'est-à-dire faire essentiellement de l'e-sport. Aujourd'hui nous on n'est pas un média, on est un média on est juste simplement le média d'Itétis, c'est-à-dire qu'on va retransmettre, on va créer du contenu qui est autour de nos équipes, mais on n'a pas vocation justement à être un média communautaire ou faire des choses comme ça. Nous notre cœur de métier c'est de gérer les joueurs, de les encadrer, de les former, de les entraîner, de les faire performer et qui gagnent des titres. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qu'on est. Et du coup, c'est intéressant parce que quand on allait sur FIFA en 2015, c'était un vrai changement de paradigme. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais ça a en fait ouvert un genre de possibilités. On s'est rendu compte que voilà, on était un club de sport, on allait se développer en allant sur de nouveaux jeux, et plus finalement sur des clubs de sport comme en Espagne, les clubs omnisports qui ont par exemple football, basket, en fait ça existe un peu moins en France, le PSG par exemple le fait, c'est culturellement un peu moins développé en France, et dans l'e-sport c'était une évidence pour de multiples raisons. D'abord parce que les jeux peuvent avoir une popularité qui fluctue, il y a des jeux qui vont drainer beaucoup d'audience, mais au bout de 2-3 ans ça va baisser, donc on ne pouvait pas être dépendant d'un jeu, d'une communauté, et puis on avait envie aussi de grandir, donc de toucher plus de gens, de sortir aussi d'un prisme franco-français. Donc nous on a toujours eu l'ambition de briller internationalement. Donc pour toutes ces raisons ça faisait beaucoup de sens d'aller sur de nouveaux jeux, et le vrai déclic au-delà de ce premier changement avec FIFA, ça a été quand on a eu une possibilité d'aller sur League of Legends, donc fin 2015. On a su, par des bruits, comme on connaissait bien la communauté, que l'équipe russe de Gambit était à vendre. Et à l'époque, dans le système de League of Legends, c'est toujours le cas d'ailleurs, ça va bientôt changer, mais voilà, il y avait deux moyens d'accéder à la ligue professionnelle, donc les LCS, c'était soit en se qualifiant sportivement. Le problème, c'est que c'était extrêmement hasardeux, parce que c'était plusieurs étapes de qualification. Il y avait un vrai aléa compliqué, c'était le premier scénario qu'on avait retenu, mais comme on savait qu'ensuite une équipe allait se vendre, on s'est dit on va prendre un vrai coup d'accélérateur en investissant. Donc, ce qui a toujours été la philosophie de Vitality, c'est-à-dire qu'on s'est dit on veut le faire, on n'a pas l'argent, on va se débrouiller. Ça c'est un peu l'histoire de Vitality, on a toujours un peu mis la charrue avant les bœufs. On s'est dit trouvons l'argent, on va se débrouiller. C'est ce qu'on a fait, on a fait une première levée de fonds avec un investisseur privé fin 2015 pour pouvoir acheter le slot dans la ligue de l'équipe Gambit. Et là c'est la vraie date clé je dirais pour Vitality, puisque de ce jour-là, début 2016, quand on était dans cette ligue-là, on a été considéré comme une grosse équipe européenne. Seules les grosses équipes sont dans cette ligue-là. Et nous, ça nous a ouvert aussi beaucoup de portes sur la monétisation via le sponsoring, mais ça je vais y revenir après. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il fallait qu'on arrête aussi d'être une structure console et qu'on aille sur le PC. Et aller sur le PC, ça veut dire qu'il fallait qu'on aille sur un jeu top tier, c'est-à-dire un jeu majeur, et League of Legends et toujours. Bon, maintenant, c'est contestable avec Fortnite sur les audiences. Mais League of Legends était le jeu le plus important et le plus structuré aussi, qui se rapprochait le plus justement du sport. Et c'est vrai qu'on s'est dit, quitte à utiliser cette avance, notre effet d'avance sur notre Switch, on va dire sur PC, ce qui était important c'était d'aller sur une scène qui était déjà hyper établie et surtout avec une équipe qui était capable de jouer le podium. Et c'est ce qui s'est passé sur les saisons régulières qu'on a fait en 2017, justement, première participation, on a fini 3e. Et on était assez. On a eu pas mal de succès parce que juste avant qu'on avait recruté FIFA, on a eu la chance d'être double champion d'Europe avec Brian et champion de France aussi. Donc c'est-à-dire qu'on était quand même une structure qui avait déjà une ADN et une culture de la game assez importante parce qu'en France on avait surdominé la scène collective en des années, sur FIFA on avait fait carton plein en 2015 et là en 2016 on arrive sur League of Legends et on est une super équipe qui est prétendante au top 3 à ce moment-là. Et c'est là où on commence vraiment à, on va dire, step up et à vraiment à gagner en fait en croissance en tout ce qui va avec. Ça nous permet aussi de signer un de nos premiers sponsors majeurs à ce moment-là avec HP. Et c'est là où on change de dimension et on commence véritablement à se structurer, à recruter du monde. Je suis plus community manager, ça y est, j'ai un community manager. Je veux dire, c'est-à-dire on commence vraiment à vraiment entreprendre et plus à survivre. Parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir des budgets, on commence à avoir des marques qui nous approchent, des histoires qui font surtout qui font que on peut se développer de manière intéressante. Et c'était ça le plus important.
avait une marque qui commençait, il y a un club qui commençait vraiment à prendre de l'ampleur, et il fallait surtout qu'on réponde présent. Voilà. Et après, donc de début 2016, on va dire, à maintenant, on s'est développé tous ces buts entre guillemets en allant sur beaucoup de jeux quand c'était des opportunités soit de communication, soit marketing, soit financière. Il y a beaucoup de raisons stratégiques d'aller sur un jeu ou un autre. L'idée générale, quand Vitality annonce une nouvelle équipe, c'est de pouvoir jouer la gagne. Donc, on n'a jamais été intéressé par les championnats franco-français ou les ligues mineures, et je dis ça sans aucun mépris ou quoi que ce soit. Simplement, on ne s'est jamais dit, on s'est toujours dit que ça ne vaut pas le coup d'être dans un championnat français si on ne peut pas aller au plus haut niveau, au moins européen. Sachant que l'e-sport est vraiment segmenté par région, donc Europe, États-Unis, Chine qui est une région à part entière, pareil pour la Corée du Sud, bref, c'est des régions bien segmentées. Nous, on a toujours eu l'ambition d'être au moins au niveau européen. Et voilà, sur certains jeux, et ça c'est toujours vrai, si on n'a pas les moyens d'être compétitif au plus haut niveau européen, on préfère ne pas être sur ces jeux-là. On veut un ADN de marque où on gagne. On est au moins en capacité de gagner, après ça reste du sport. Mais en tout cas, on veut se donner les moyens de gagner, sinon ça ne nous intéresse pas. Donc depuis 2016, ce qui a beaucoup changé, c'est qu'on a augmenté la cadence d'investissement, on a augmenté la monétisation. Mais pour faire un point sur ce qui arrive aujourd'hui, il y a encore un vrai changement dans l'e-sport. C'est qu'on va passer sur un modèle de ligue franchisée, ça je pense qu'on va en parler. Mais surtout, il y a une vraie accélération et une concentration des investissements sur quelques équipes. Ça s'est passé il y a 1 an aux États-Unis, ça arrive maintenant en Europe. Et comme nous, on a l'ambition très claire d'être un des grands clubs européens, on doit suivre ce mouvement-là, voire même le précéder. Donc on a levé des fonds fin 2017, on l'a annoncé au début de cette année, avec Corelia, qui est le fonds monté par Fleur Pellerin, avec Kima Ventures, c'est le fonds de Xavier Niel, et avec l'investissement de Olivier Delcourt, qui est le président de Dijon en Ligue 1. Donc on a un mix d'investisseurs, certains qui sont des VC, donc purement financiers, et Olivier Delcourt qui vient du monde du sport. Le but, c'est qu'on puisse vraiment accélérer notre stratégie de croissance. On va en reparler, vraiment recruter. On se dit très clairement notre vision de l'e-sport, c'est qu'il va y avoir quelques grandes équipes en Europe. On veut en faire partie. Donc c'est maintenant qu'on doit investir et se développer. Je pense qu'on va avoir l'occasion de parler de ça aussi. Et aujourd'hui, voilà, pour faire un petit peu un avis de tout ça, on est sur 11 jeux, on a à peu près 54 joueurs, on a un manager par section, donc il y a 11 managers. Voilà, en gros, aujourd'hui, sur le business model, on est à peu près proche du sport traditionnel, sauf qu'on a un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de droit de diffusion, à proprement parler. Donc aujourd'hui, comment vivent les clubs e-sport, c'est soit sur l'investissement ou soit c'est sur le sponsoring. Aujourd'hui, je peux dire c'est à peu près 80% de... Mais pour donner des chiffres, nous on a un chiffre d'affaires en 2017 à peu près 1 500 000 euros. Là, l'objectif en 2018 c'est 4 millions d'euros. Alors il y a une grosse croissance parce qu'il y a une vraie politique d'investissement. On a levé de l'argent, on se développe à beaucoup de niveaux et on développe notre monétisation, ce qui est un vrai changement, parce qu'historiquement, on a toujours été plutôt dans la survie. On a des sources de revenus, notamment via le sponsorship. Il y a aussi parfois les éditeurs, quand ils finançaient une partie de l'investissement pour les ligues dans lesquelles on participait. Mais voilà, comme nous, on a toujours eu de l'ambition, on ne s'est jamais dit, on va monétiser notre équipe et on va en vivre et basta. On s'est toujours dit, tout l'argent qui rentre, on va le redépenser pour faire grandir Vitality. On n'a jamais eu une stratégie à court terme, on a toujours eu une vraie ambition et une vraie stratégie de développement. On a toujours tout réinvesti. Aujourd'hui, on peut se permettre de le faire encore plus en ayant levé de l'argent. Le but, évidemment, c'est d'avoir un écosystème de manière générale pour les sports et les équipes qui dure. Et c'est l'arrivée des franchises qui va aider à faire ça. Mais là, on est dans une période pour bien comprendre comment ça fonctionne aujourd'hui l'e-sport. Les grosses équipes sont toutes dans une période où elles vont perdre de l'argent pendant 2-3 ans pour sécuriser leur position de leader. Et nous, on fait partie de ces équipes-là. Et pour finir sur l'état des lieux, donc voilà, on a plus de 50 joueurs, un manager, un coach par équipe, et après on est un petit peu moins de 10 dans notre staff. On a beaucoup recruté depuis 1 an. Le but, c'est qu'il y a vraiment une partie communication, une partie marketing, une partie commerciale avec le sponsorship, les opérations de marketing, et une partie plus financière, structuration, développement de la boîte. Voilà, on est à peu près un peu moins d'une dizaine dans le staff pour gérer tout ça. En termes de palmarès, on a été champion du monde sur le Rainbow Six en 2016, champion du monde sur FIFA en 2017. Champion d'Europe il y a peu sur Rocket League, donc sportivement on essaie toujours d'être dans la performance et justement de représenter au mieux la France à travers un club français, même si on n'a pas que des clubs des Français, parce qu'aujourd'hui on a 11 nationalités dans l'équipe, mais on a aujourd'hui 60% on va dire de joueurs français ou francophones au sein de la structure. Voilà.
Je vais rebondir sur votre chiffre d'affaires. Donc, vous avez dit 1,5 million en 2017, 4 millions en 2018. Est-ce que vous savez à peu près donner la répartition de ce chiffre d'affaires entre les investissements, les différentes entrées, par exemple le sponsoring? En 2017, à peu près 70% de sponsoring. Et le reste, c'est des revenus qui sont soit les revenus des jeux, donc des revenus via les éditeurs, soit des fees quand on participe à certaines compétitions, soit de la vente de contenu in-game, puisqu'aujourd'hui il y a un vrai intérêt pour les développeurs, les éditeurs de jeux à mettre du contenu aux couleurs des équipes. Comme les équipes ont des fans, et ben ces fans vont acheter ces objets dans les jeux, et ça fait de l'argent pour l'éditeur, et il y a un système de partage des revenus donc qui nous revient. Et après, on a des sources de revenus annexes, on a le merchandising, qui est assez nouveau dans l'e-sport, qui est une petite partie du chiffre d'affaires, on a des contenus vidéo qu'on peut monétiser, mais ça reste encore anecdotique. Aujourd'hui, la plupart des revenus, c'est les revenus de sponsoring et les revenus des jeux. Demain, avec l'arrivée des franchises, les deux vraies sources de revenus, ça va beaucoup ressembler au sport traditionnel, c'est le sponsoring et les revenus donc, des ligues, qui sont surtout impactés par les droits de diffusion. Donc ça, on va en parler aussi. Voilà. Pour revenir à votre club, donc Vitality, dans la plupart des sports, et c'est aussi le cas dans ce qui se passe au niveau de l'Orange League, est affecté pour essayer de créer une sensation d'appartenance, la corrélation avec une ville ou avec un pays, ce qui n'est pas forcément le cas dans les équipes d'e-sport. Comment vous voyez la chose? Est-ce que pour vous c'est un handicap pour pouvoir avoir des supporters, ou est-ce que c'est un avantage pour essayer de brasser plus large? Je commence. Alors, je pense que nous, effectivement, en tant que club, de club d'e-sport, on a une difficulté où on a, on va dire, un handicap quand on se compare au sport traditionnel, de manière assez évidente. Si je suis un gamin qui naît à Manchester, je vais très certainement supporter Manchester, voilà, etc. Donc les clubs de sport traditionnel, ils ont un vivier historique et en perpétuelle évolution de supporters. Nous, naturellement, on a 0 supporter. Bon, on avait un petit coup de boost au démarrage puisqu'on avait Gotaga qui était très populaire, qui nous a permis de démarrer l'aventure plus rapidement, on va dire. Mais notre vrai enjeu, c'est exactement celui-là, c'est d'aller chercher des fans. Et historiquement, dans les sports, les fans s'attachaient plutôt aux joueurs. Donc les joueurs passaient d'une structure A à une structure B, les fans suivaient. Nous, notre enjeu, c'est de créer une marque, je laisserai Fabien développer, mais vraiment de se placer l'institution, la marque au-dessus des joueurs et de montrer aux fans que l'on avait raconté une vraie histoire et qui méritait d'être suivie. Donc ça a toujours été notre enjeu depuis le début. Alors, si tu veux parler de ça. Oui, nous, c'était un petit peu à l'image de ce que je disais en fait avec le ressort de 4, c'est que quand on a créé Vitality, en fait, on a mis tout ce qu'on avait, en fait, tout ce qu'on pensait en fait nous ressemblait. Donc aujourd'hui, sur toutes ces années ou même maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Vitality, on fait à l'image en fait de groupe en fait de club à la base, hein, des 4 joueurs et moi-même. Et je pense que c'est ça aussi qui a créé une histoire, c'est-à-dire que voilà, on a une ADN qui est cohérente parce qu'on l'incarne, on est fidèles et très loyaux parce que Rocket Gotaga, les cofondateurs aussi, sont restés en tant qu'ambassadeurs et continuent de faire des choses avec nous. Et voilà, c'était tout ça, c'était important en fait de créer une image et pas de la créer parce qu'on l'incarnait, parce que c'est ce qu'on représentait, mais c'était d'avoir cette image en fait qui était à la fois d'excellence mais de proximité parce qu'on ne se prenait pas vraiment au sérieux, parce qu'on savait aussi qu'on était sur une scène qui était émergente, où il y avait des trucs qui étaient à faire, donc on avait toujours ce côté très humble et très communautaire parce qu'on vivait grâce à nos supporters et à nos fans pendant très longtemps, et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est grâce à notre popularité qu'on a la chance de faire ce métier. Et donc voilà, c'était cet équilibre-là entre la proximité et l'excellence qu'on essaie de prôner dans ces valeurs. Après, pour la reconnaissance locale, nous, on a vocation à être un champion français qui cartonne à l'international. C'est-à-dire aujourd'hui, on a véritablement envie d'avoir cette appartenance française parce que c'est nos racines. Aujourd'hui, c'est important pour nous de ne pas le perdre de vue et de conserver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si on a plus de nationalités, même si on a une Gaming à Saint-Berlin, même si on a des joueurs, on fait partie de la Gfinity à Londres, en Angleterre, on fait partie de divers championnats européens. Voilà, on est français, tous les accents français, la base de joueurs est française. Ça ne veut pas dire qu'on se ferme à d'autres nationalités, au contraire, parce que c'est des logiques compétitives et sportives. Aujourd'hui, un Norvégien va être excellent, on va prendre un Norvégien, aucune restriction. Et s'il faut prendre une équipe suédoise, parce que tous les Suédois sont meilleurs et que c'est une logique sportive, on répondra à ça. Mais en tout cas, nous, dans notre communication, dans notre ADN, etc., c'est important toujours de promouvoir la francophonie et cette identité-là pour nous. Après, je ne pense pas qu'il y a certains clubs qui ont des problèmes à se positionner, parce qu'effectivement, c'est un peu les partis un petit
peu partout. Mais en tout cas, pour nous, on a toujours été droit dans nos baskets vis-à-vis de ça et on assume complètement. Pour finir là-dessus, effectivement, il y a d'autres clubs qui. C'est des choix un peu aussi de positionnement et de communication. Des clubs européens qui ne se revendiquent pas de tel ou tel pays. Ils ont évidemment une société mère basée dans un pays ou un autre, Angleterre, Espagne, Allemagne, mais ça fait pas forcément partie de leur histoire, de leur ADN, comme le disait Fabien. Donc c'est différentes logiques. Nous, on pense vraiment qu'on peut avoir le meilleur des deux mondes. On veut représenter la France et représenter l'excellence et la France qui gagne, mais tout en ayant des fans dans toute l'Europe et plus loin dans tout le monde entier. On pense qu'on peut avoir les deux casquettes. C'est l'objectif en tout cas. D'accord. Vous avez parlé donc de cette croissance nécessaire de vos revenus pour pouvoir rentrer dans des ligues fermées, qui semble être aujourd'hui la stratégie qui est portée, par les grands groupes internationaux qui mettent en œuvre le jeu vidéo. Comment vous voyez cet avenir et comment vous comptez pouvoir travailler, trouver les financements pour pouvoir nous permettre d'atteindre cet objectif-là? C'est pas vraiment la croissance des revenus, c'est pas la croissance de nos revenus qui va nous faire rentrer dans les ligues, puisque les ligues aujourd'hui, elles arrivent maintenant en Europe et elles demandent des tickets d'entrée qui sont massifs à l'échelle de notre écosystème. Et aujourd'hui, aucune équipe en Europe peut se payer ce ticket d'entrée sur ses revenus, sur le BD. Juste, en gros, l'e-sport est en train de se structurer comme le sport américain avec un système de franchise type NBA. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers d'application qui doivent être rendus et il y a des montants pour rentrer dans la ligue. Par exemple, l'année dernière, les États-Unis ont franchisé League of Legends et en franchisant, le ticket d'entrée était autour de 10 millions pour les équipes qui étaient déjà présentes et 12 millions de dollars pour les équipes qui étaient extérieures à la ligue. Et en fait, ce modèle arrive en Europe et c'est le modèle qui commence à émerger, qui va se structurer de plus en plus. En fait, c'est juste pour... Merci. C'est vrai, c'est bien de remettre au clair. Effectivement, c'est le modèle qui a l'air d'être dominant parce que il y a plusieurs raisons, mais la raison principale, à mon sens, c'est que les éditeurs de jeux sont majoritairement américains. Ils regardent comment ça marche dans le sport américain. Or, le sport américain marche très bien en termes, c'est un business florissant. Bon, ils reproduisent ce système des franchises, donc comme la NBA, la NFL. Donc, pour revenir sur nous, mais c'est pas que nous, c'est comment les équipes vont financer l'entrée dans ces ligues. Donc 8 millions d'euros pour entrer dans la franchise League of Legends, c'est aujourd'hui uniquement par l'investissement extérieur. Donc, toutes les équipes vont soit s'associer, soit faire rentrer des groupes, des investisseurs privés à leur capital. Vu la temporalité des événements en Europe, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc nous, de la même manière que les équipes leaders en Europe, on est en train de se financer pour rentrer dans ces ligues. Et comment on se finance? L'idée, c'est d'avoir quelque chose, pour que quelqu'un investisse chez nous, il faut qu'il voit un retour sur investissement et qu'il croit dans un projet. Qu'est-ce que nous, on vend à un investisseur aujourd'hui de manière très transparente? Comme je le disais, on pense vraiment que l'histoire va se structurer sur le modèle du sport. Si on regarde dans le sport, par exemple, le football européen, il n'y a pas beaucoup de grandes marques. Il y a au maximum 10 grands clubs dans le football européen. Donc il y a Real Madrid, Barcelone, Bayern Munich, PSG, etc. Il y a quelques clubs qui sont au-dessus du lot. Et dans le sport, ces clubs-là, ils génèrent beaucoup plus de revenus que les clubs du rang en dessous, on va dire. Or, les clubs, on va dire tiers 2 qui sont en dessous, ils doivent dépenser énormément pour acheter les joueurs et payer les salaires, mais ils n'ont pas les revenus qu'ils vont en face, comparé aux clubs de tiers 1. Donc dans le sport, il faut beaucoup mieux être un leader, ça marche dans tous les secteurs, mais dans le sport c'est encore plus vrai. Et on pense vraiment que dans l'e-sport ça va se développer de la même façon, avec un e-sport peut-être à plusieurs vitesses. Et nous, ce qu'on vend à des investisseurs, c'est évidemment le potentiel de Vitality d'être dans les quelques grands clubs en Europe. D'accord. Vous avez parlé donc de cette structuration des équipes professionnelles. Sur Twitter, on m'a posé la question de la structuration du niveau amateur. Comment vous voyez la construction de cette structuration dans les années à venir? Je vais te laisser répondre, mais avant ça, je pense vraiment que, comme je disais, ça va être un e-sport à plusieurs vitesses, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait que quelques grands clubs, par exemple en France, et que derrière, il n'y ait plus rien. Et aujourd'hui, on souffre un peu de ce problème-là. C'est-à-dire qu'il y a que quelques équipes qui se sont structurées, professionnalisées, à divers degrés, mais derrière, c'est un petit peu le désert, et on arrive vite à des structures amateurs qui n'ont pas de moyens, qui sont en manque de compétences, de moyens de grandir. Je pense que la situation n'est pas du tout saine à ce niveau-là. On pourrait juste se dire, nous on est en haut, on ne regarde pas les autres, mais si on veut que le système dure, il faut vraiment se préoccuper de la base, et c'est là que les joueurs vont éclore, qu'il y a des futures générations de managers, etc. Donc il faut vraiment qu'on s'en occupe. Oui, l'écosystème dépend vraiment en fait, de ce milieu amateur, et c'est à nous, entre guillemets, d'être un peu les garants et bienveillants vis-à-vis de ça. C'est un partage en fait de ces richesses, et forcément nous on va être très compétitifs et on va aller se mesurer à des ogres américains, etc., qui ont
rapprocher l'amateurisme, le semi-pro et les pros, et c'est important aussi pour nous, c'est pour ça qu'on a créé cette académie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une équipe, on va dire, qui joue dans l'élite, donc dans les LCS qui est l'équivalent de la Champions League ou de l'Euroleague sur le mode à Berlin, où sur la CNI avec 10 équipes, c'est les 10 meilleures équipes d'Europe, et ensuite en fait, nationalement, ils ont fait une sorte de championnat où tu vas avoir en France, en Angleterre, un peu partout, des championnats avec des acteurs légitimes. Et nous, on a créé en fait cette académie, ces jeunes-là, avec du potentiel, pour à la fois forcément investir aussi un petit peu en France, être présent localement, parce que c'est important aussi qu'on garde ces racines-là, comme j'ai évoqué, et puis pour montrer aussi que voilà, il faut qu'on fasse ce travail de détection, il faut qu'on fasse ce travail d'encadrement on va dire, à plus petite échelle, et ça va être important pour nous de le faire de manière plus large. Mais voilà, l'académie c'est un premier pas vers ça, mais il faut qu'on trouve justement un moyen pour que les amateurs et les semi-pros continuent de vivre cette passion, vivre non, mais en tout cas de l'exercer et de prendre du plaisir à faire ce type de compétition. Et ça va être tout l'enjeu de ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec la formation et plein de choses comme ça qui vont arriver, ou même sur la détection. C'est essentiel pour un club aujourd'hui qu'on ait des moyens et qu'on mette en place en fait ce genre d'éléments. Moi, c'est un rêve que j'ai d'avoir une sorte de e-sport études pour, dès le plus jeune âge, en fait, justement, garder les prospects et les plus jeunes joueurs avec du potentiel à l'école, tout en ayant des horaires adaptés pour qu'ils puissent justement comprendre en fait les mécaniques d'un jeu, parce que sur plein d'aspects, et je sais que ça va être un peu délirant ce que je vais dire, mais voilà, c'est aujourd'hui, on peut donner plutôt en fait des valeurs compétitives et une compréhension tactique et technique sur un jeu vidéo, et c'est le cas pour le principe de l'e-sport. Mais voilà, si on fait le plus jeune âge avec une détection, etc., ça sera aussi on va permettre aussi justement de faire effort de plus en plus de professionnels et d'avoir une compétitivité qui sera aussi intéressante. Mais après, sur le niveau amateur, il y a plein de choses à faire et on va entreprendre, mais en tout cas, on est concerné et on a vraiment envie de tendre la main vis-à-vis de ça, parce que pour vivre, au final, il faut qu'il y ait des gens qui pratiquent, il ne faut pas qu'il y ait que des spectateurs. Et pour terminer là-dessus, je pense qu'on a une vraie responsabilité face aux amateurs. Aujourd'hui, il y a un vrai déficit d'information. Par exemple, dans le football, c'est assez clair. Pour un gamin, il se rend bien compte que les meilleurs joueurs, c'est une toute infime minorité qui peut arriver à ce niveau-là. Or, dans le jeu vidéo, dans l'e-sport, c'est pareil. C'est une pyramide. Il n'y a que les plus talentueux et les plus bosseurs. Et en fait, ceux qui ont les deux qui vont arriver à être pros. Mais les gamins, ils comprennent pas forcément la difficulté d'arriver tout en haut. Donc on reçoit, ça c'est pour l'anecdote, mais on reçoit des dizaines de messages. Est-ce que je peux faire partie de votre équipe, etc. Donc nous, au-delà de cette anecdote-là, on a une vraie responsabilité à leur expliquer que finalement, il faut qu'ils fassent leurs études, que le jeu vidéo c'est un rêve, que peut-être ils y arriveront, mais en tout cas très peu y arrivent et qu'ils doivent absolument avoir un plan de secours et qui sera très certainement le plan principal pour la plupart. Donc ce discours-là, cette responsabilité-là, c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai déficit d'information. Et les gamins, les jeunes, ils rêvent d'être youtubeurs ou d'être e-sportifs pro. Et c'est très bien d'avoir des rêves, mais en tout cas, il faut qu'ils comprennent la difficulté que c'est et qu'ils négligent pas les chemins plus classiques des études. C'est hyper important de tenir ces discours. Et c'est pas que notre rôle à nous, cette information. Je pense que c'est vraiment important. Justement, pour revenir sur ce sujet de formation, je crois savoir très bien que vous avez être parrain d'une promotion. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement ? Oui, aujourd'hui, j'ai la chance d'être parrain de Gaming Campus, qui est en fait a été fondé par Thierry Noudarno, qui avait créé la DigiSchool, qui était une solution d'apprentissage en ligne. Aujourd'hui, ce projet m'a séduit parce que c'est la première fois en fait où on ne te vend pas le fait d'arriver dans une école et d'être un e-sportif ou de devenir youtubeur ou des choses comme ça en fait. C'est un petit peu le problème, c'est qu'il y a eu pas mal de marronniers sur ça où il y a eu pas mal de sociétés qui sont arrivées en disant venez, on va faire une école pour que vous deveniez en fait e-sportif, ce qui n'est pas possible en fait. Parce que généralement c'est quelque chose qui est post-bac, il y a 18 ans, bon, c'est compliqué de se montrer ou d'avoir on va dire des ambitions compétitives parce que c'est un peu tard. Et le projet, c'est justement en fait de continuer en fait et de poursuivre un cursus classique, comme au final une école de commerce, avec un dossier et avec un diplôme à la clé, mais que pendant ces périodes-là, en fait, il y ait des cours qui soient adaptés justement aux besoins des métiers de l'e-sport, des métiers du numérique, ou qui soient adaptés aussi à des joueurs qui soient issus en fait de l'e-sport. Je peux prendre un exemple, c'est demain j'ai un jeune joueur qui a 17 ans qui vient fraîchement d'avoir son bac,
il a envie de rejoindre une école de commerce, je peux le placer justement dans ce projet Mini Campus et il va en avoir des horaires qui vont être aménagés pour qu'il puisse à la fois suivre son cursus scolaire et participer à des compétitions parce qu'ils vont prendre en compte ça. Et à côté de ça, en plus, il va avoir en fait des cours de média training, donc les renforcer, des initiations en droit, parce que pareil, aujourd'hui, tous les joueurs n'ont pas la chance d'être sous CDD, il peut avoir d'autres formes de partenariat, et c'est la plupart du temps c'est de la prestation. Donc quand on a 18 ans, 19 ans, on n'est pas forcément conscient de tous ces enjeux qui sont l'auto-entreprise, des choses comme ça. Donc le but c'est de leur donner un maximum de bagages pour qu'ils puissent arriver dans ce milieu-là et puissent répondre en fait, comprendre tous les codes et être le plus armés possible. Et c'est la première fois justement que j'ai trouvé que le projet était cohérent parce qu'au final c'est un double projet. Le projet à la fois d'avoir un diplôme qui est valable et qui est finalement proche de celui d'une école de commerce classique, mais qui permet justement d'avoir ce côté plus proche d'une spécialisation. Et c'est la chose qui m'a marqué. Et voilà, à terme, moi j'aimerais beaucoup, ce que j'ai évoqué, c'est le faire dès les niveaux en dessous, c'est-à-dire collège et lycée, c'est des choses qui me tiennent à cœur et que j'ai vraiment envie de pousser, parce que je pense qu'il y a sur les jeux qui sont établis, qui sont plus précaires, comme League of Legends, ça fait bientôt 6 ans aujourd'hui que le jeu a un écosystème qui est très rentable et viable pour les joueurs de très haut niveau. C'est aussi nous comment on peut justement avoir ce pôle de joueurs qui se renouvellent en permanence et qui nous permettrait justement de leur inculquer dès le plus jeune âge les valeurs de notre club, les valeurs de l'e-sport et de leur permettre aussi de les garder à l'école pour qu'ils aient un diplôme à la fin. Et ça c'est vraiment important parce que malheureusement, c'est comme tout, c'est que quand on se fait critiquer sur des choses, c'est qu'il y a forcément des abus. Et la difficulté, c'est qu'un jeune arrive à 16 ans ou à 17 ans, il a son type de performance ou proche, parce que ça se moment-là, ils sont le plus réactifs et le plus, on va dire, émerveillés par rapport à ça. Et c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un équilibre entre les études et le sport, et ça amène beaucoup de cas de déscolarisation parce que c'est très compliqué d'avoir des entraînements qui sont très réguliers et de suivre un cursus scolaire à côté. Donc ça, c'est des choses que justement, ma génération, la génération pilote, on va dire, on a composé avec, mais maintenant, à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui doit être au cœur de notre stratégie pour justement, on le voyait avec un père tout à l'heure, et juste que voilà, qu'il y a quelque chose, qu'il y a tout le projet, qu'il y a un diplôme au bout, qu'il y a un à côté et qu'il y a un plan B, comme disait Nicolas, parce qu'effectivement, c'est un rêve qui est difficile d'accès et finalement, on le voit en Europe, il n'y a que 50 joueurs qui sont LCS, donc c'est très très peu. Et ça, c'est des choses qu'il faut, à mon avis, vraiment développer. Et voilà, je fais beaucoup de rencontres. Ces derniers temps, je suis allé à l'INSEP, j'ai eu le CDFAS, j'ai vu pas mal d'organismes comme ça qui sont très ouverts en fait, sur cette question-là. Et moi, ça me tient à cœur. J'ai vraiment envie de développer ça parce que je trouve que c'est ça qu'il faut laisser. Et si je collabore à ça, ça sera avec plaisir. En tout cas, c'est ce que j'ambitionne. Je partage en effet cet avis où on ne peut pas non plus interdire aux jeunes enfants de vouloir réussir dans les sports parce que quelque part c'est créer de l'échec scolaire en interdisant, mais par contre c'est aussi le rôle je pense des parents et aussi du secteur de se structurer, de pousser en disant voilà, en effet lance-toi dans ce que tu aimes, mais à condition que à côté tu réalises tes études pour pouvoir avoir un plan B, c'est je pense aussi extrêmement important. Au niveau de la structuration de l'e-sport, vous avez indiqué tout à l'heure que vous utilisez donc des CDD pour l'ensemble de vos joueurs. Et Axel Lemaire, en tant que secrétaire d'État, avait mis en place la possibilité d'avoir des agréments spécifiques. 3 clubs en France ont fait la requête, ou du moins l'ont eu. Qu'en est-il pour vous de de votre place là-dessus, votre vision justement de ce fonctionnement? Alors on a eu l'agrément, déjà simplement on n'a pas fait de la publicité, on va attaquer les concurrents, mais peut-être pour aussi une manière d'exister, voilà, on n'avait pas forcément besoin de faire la pub là-dessus, mais plus sérieusement, on a fait la demande un peu en retard, je dois l'avouer, c'est pour ça qu'on n'était pas dans la première fournée d'agrément, donc c'est un très bon système. Après je pense que c'est encore état embryonnaire puisqu'on a eu quelques questions indicatives et on n'a pas été soumis à un contrôle très profond et très poussé pour être très franc. Ça ne m'aurait pas gêné qu'on vienne nous visiter ou qu'il y ait des choses plus poussées qui se fassent. Donc de toute façon, si nous on n'avait pas l'agrément, il y aurait certainement un truc qui marche sur la tête dans le système. Je n'ai pas trop de doute là-dessus. Je pense que ça devrait être renforcé. Ce système-là me paraît très bien.
sur le fait que tout le monde soit en CDD, bah, en fait, comme c'est tout récent, cette loi puis l'agrément, nous on est en train de modifier nos contrats, on est en train de passer nos joueurs en CDD. Et historiquement, c'était un des problèmes de l'e-sport. Pour être transparent là-dessus, en fait, personne ne pouvait faire de CDD, donc toutes les équipes faisaient des contrats de prestation avec les joueurs qui étaient souvent en société. Et donc ça, c'est un modèle qui n'était pas, à mon sens, fait pour durer, puisque notre activité, c'est vraiment celle d'un club de sport. On a toutes les raisons d'avoir des joueurs salariés. Voilà, ça, c'est une évidence, donc on est ravis de transformer nos contrats et de signer de nouveaux contrats en CDD. C'est vrai qu'avant, principalement, c'était les auto-entrepreneurs qui étaient embauchés avec toutes les problématiques que lorsqu'ils perdaient leur contrat, ils n'avaient pas le droit au chômage. S'ils se blessaient, ils n'avaient pas forcément le droit aux prestations de soins. Donc, c'est en effet, je partage votre avis, une vraie problématique sur la protection des personnes qui sont concernées. Sur ce système tel qu'il est aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il correspond complètement à vos attentes? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il y aurait, selon vous, à améliorer sur ce système-là? Je pense que déjà, moi j'ai été très satisfait de la mission parlementaire, sénatoriale, je ne sais pas comment ça s'appelait, donc il y avait un député, un sénateur, c'était il y a à 2 ans, donc ils ont fait un long travail, ça a duré plusieurs mois, ils sont allés voir tout le monde, tous les acteurs de l'écosystème sportif français, et je me souviens très bien, à la fin de leur mission, ils avaient fait un live stream sur Eurogaming, donc qui est un des grands médias e-sport sur Internet en France, et j'étais assez surpris, ou du moins très content, c'est qu'ils avaient vraiment perçu tous nos enjeux, tous nos besoins, pas que pour les équipes, mais pour les organisateurs de tournois. C'était hyper satisfaisant de voir qu'ils avaient vraiment bien bossé leur sujet. Et de ce fait, je trouve que l'amendement à la loi numérique et le système de contrat tel qu'il existe aujourd'hui, c'est déjà très satisfaisant. Après, il y a plein de points à la marge qui sont améliorés. Il n'y a pas de choses dramatiques honnêtement dans le système tel qu'il existe. Il y a plein de petits points qui nécessiteraient peut-être d'être discutés. Nous, on serait ravis de participer à ces discussions-là, puisque nous, on vit au quotidien l'embauche de joueurs, etc. Donc je pense qu'il y a des petites choses à améliorer, mais que déjà c'est hyper satisfaisant ce qui est fait. Ça serait possible justement, si vous avez des remarques, de nous faire parvenir l'ensemble des points sur lesquels vous pensez qu'il est nécessaire à ce que le groupe d'études réfléchisse. On peut faire un document de travail où nous, en interne, on liste un peu tout ce qu'on a relevé peut-être depuis 1 an, ou depuis le moment où on a vu la loi et comment ça allait s'articuler. Nous, on peut vous fournir ça, le point de vue de Vitality là-dessus, nos besoins et comment ça. On va bosser dessus. On s'y engage maintenant. Dans le cas de contrats CDD, on peut distinguer 2 types de contrats, les contrats pour les personnes qui sont majeures et les contrats pour les personnes qui sont mineures, qui demandent l'agrément des parents. Comment se passe cette partie-là? Vous l'avez dit tout à l'heure, le pic de compétence c'est 16-17 ans, donc la volonté, je pense, de prendre des gens qui sont au pic de leur forme. Comment vous construisez le contrat? Quelle approche vous avez avec les parents aussi qui, pour certains, peuvent être pas forcément d'accord à ce que leur enfant aille sur un sujet qu'ils ne maîtrisent pas? Donc voilà, toutes ces questions-là. Alors, on n'a jamais été confronté encore à des CDD sur des mineurs. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas de mineurs chez Vitality, je crois. J'en suis sûr. Donc, on n'a pas été confronté à ça, mais c'est quelque chose qui va se produire, c'est certain. Parce qu'effectivement, il y a des jeux ou des séries qui sont beaucoup plus émergents, donc forcément, ça. Voilà, je me souviens l'année dernière, on avait un joueur Clash Royale, il était très jeune aussi, il avait 17 ans, mais voilà, donc non, voilà, on n'a pas été confronté à ça, mais ça fait partie un petit peu de cette pédagogie en fait. La discussion avec les parents, on y va, il faut le faire en fait. Et c'est souvent, on est souvent bien accueillis, les parents sont déjà bien briefés, c'est bienveillant parce qu'il y a toujours une curiosité, à part quelques exemples qui sont un peu tristes, mais il y a toujours une curiosité des parents qui essaient de comprendre justement la passion de leurs enfants, qui les accompagnent à des événements, et généralement quand on signe des joueurs, c'est des joueurs qui ont un gros potentiel ou un passif, donc ils vont soit gagner des compétitions, soit toucher du doigt en fait le haut niveau. Donc les parents ont toujours cette vulgarisation, cette approche où ils vous accompagnent dans un événement, ils voient un petit peu la dimension des choses, où ils ont le manager qui les rassure sur plein d'aspects. Mais ça fait partie en fait de notre travail justement de vulgariser tout ça. Aujourd'hui, on est des évangélisateurs de l'e-sport, on le reste aussi avec les parents, et ça fait partie justement de ce travail, mais ça va arriver, et tant mieux, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut qu'on soit proactif et qu'on ait un rendement et un mouvement permanent
aussi vis-à-vis de ça, qu'on recrute de plus en plus des joueurs qui soient performants et plus jeunes, parce que justement, il faut qu'on leur, encore une fois, qu'on leur inculque les valeurs, qu'on les prépare à devenir des professionnels, et surtout qu'il n'y ait pas en fait cette transition qui est hyper difficile en fait, où tu passes d'un événement français qui a une bonne exposition médiatique à un événement européen ou mondial, où d'un coup en fait tu vas avoir justement la frénésie médiatique, où tu vas avoir justement tout le monde qui va s'intéresser à toi sur plein d'aspects, des sommes d'argent. Par exemple, sur League of Legends, le salaire moyen est autour de 100 000 € aujourd'hui en LCS. Donc c'est des montants qui sont importants, et surtout quand on est très jeune, c'est très difficile de gérer tout ça, le rapport à la notoriété, le rapport à l'argent, le rapport aux fans, parce qu'on est sur les réseaux sociaux, donc forcément on est très exposé, surtout quand ils sont très jeunes. Donc c'est plein de choses voilà, qui font qu'il faut que nous, en amont, on essaie de travailler un petit peu de pédagogie et d'éducation. Et après, pour le rapport avec les parents, généralement ça se fait très bien, et de manière assez bienveillante, et on leur envoie des maillots, on leur envoie des nouvelles, tout va bien. Mais voilà, je le sais par exemple avec Botalia, ça fait longtemps que je l'ai connu, sa maman est très proche de lui. Elle a vraiment toujours eu un regard sur sa carrière, elle était toujours de ce côté-là. Et voilà, ça faisait partie entre guillemets de mes tâches. Je l'avais une fois par semaine au téléphone, à l'époque où je le coachais sur Call of Duty. Et voilà, on le fait avec plaisir, parce qu'aujourd'hui on sait que voilà, on a la chance de vivre notre passion, que le joueur a un talent formidable. Et je pense que voilà, c'est des choses qui vont évoluer avec le temps, avec la médiatisation de la chose et la structuration aussi. Donc c'est anecdotique pour le moment, mais ça fait partie des choses un peu folkloriques, mais agréables aussi. Il y a un dernier point là-dessus, c'est que je pense que dans le sport, l'autorégulation, ça marche très peu, mais comme dans le monde de l'entreprise, il faut des cadres. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de fédération dans les sports, c'est vraiment chaque éditeur qui va fixer ses règles sur son jeu. Et donc, on a besoin que les éditeurs fixent des âges minimums, parce que s'ils ne le font pas, par exemple, si l'éditeur dit la compétition, on peut avoir des joueurs pro à 14 ans, mais il y a des équipes qui vont le faire. Et ça, c'est pas sain du tout d'avoir des gamins si jeunes à qui on demande d'être professionnels. Donc il faut que l'éditeur nous impose aussi des âges limites. Sur Call of Duty, c'est 18 ans pour le grand tournoi aux États-Unis l'été. Sur League of Legends, c'est 17 ans. On a besoin de ces limitations qui viennent de l'éditeur, parce que sinon, même si certaines équipes jouent le jeu, d'autres ne le joueront pas. On est dans un univers compétitif. Et ça, on le voit bien à tous les niveaux. C'est pas que pour l'âge, mais c'est comme les régulations salariales, ce qu'on appelle les salary cap, comme ça existe dans le sport américain. C'est obligé que ce soit institué par l'éditeur ou par la ligue, parce que le gentleman agreement, ça ne marche pas dans le sport ni dans les sports. Il y aura toujours une équipe, c'est un univers compétitif, il y aura toujours une équipe qui va faire un coup fourré. S'il n'y a pas des règles claires, voilà, ça ne marche pas. Donc il faut aussi que les éditeurs aient une vraie responsabilité là-dessus, et ils le font pour les éditeurs les plus importants. Vous avez parlé de fédération, en France on a France e-sport. Quelles sont les relations que vous avez avec France e-sport, et est-ce que vous pouvez nous présenter quel est vraiment le rôle de France e-sport? Alors, je pense qu'il y a plusieurs questions en une. Il y a d'abord, avant de parler de France e-sport, il n'y a pas forcément un problème, mais culturellement dans le sport, on est habitué aux fédérations. Or, les fédérations, c'est vraiment très compliqué à mettre en œuvre dans l'e-sport, pour une raison très simple. Les jeux et les ligues sont organisés par des éditeurs privés. Qui peut aller se mettre et dire je suis une fédération et je vais donner les règles de cette ligue, sachant que l'éditeur c'est son jeu et sa ligue? S'il dit non, eh ben non. Voilà, la fédération, à moins qu'elle soit supranationale et qu'elle soit soutenue par tous les pays, c'est quelque chose d'hyper compliqué à mettre en œuvre dans ce système e-sportif où les éditeurs font la pluie et le beau temps. Donc les fédérations sur chaque jeu, c'est très difficile à mettre en place. On est obligé de bosser nous avec l'éditeur pour qu'ils mettent des règles claires. J'en parlais, ça peut être l'âge, ça peut être la période de transfert, en tout cas qu'il y ait des règles claires qui viennent de l'éditeur, mais aujourd'hui c'est encore au bon vouloir de l'éditeur. Nous, en tant qu'équipe, on peut juste être un contrepoids. Donc ça, c'est sur la question des fédérations. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en place. Pour autant, je pense qu'il y a un vrai rôle de lobbying, ou du moins de se grouper nous en tant qu'acteurs de l'e-sport, pour tout simplement toutes les questions qu'on a évoquées, comment faire grandir notre écosystème, notre activité, comment sensibiliser les pouvoirs publics, faire comprendre ce qu'on fait, nos besoins, peut-être les freins législatifs, administratifs, etc., qui pourraient nous bloquer. Donc il y a un vrai intérêt à se grouper, d'abord certainement pays par pays, puis peut-être de manière européenne, en tant que lobby ou groupement. Et je pense que France e-sport répond à ce besoin-là. Donc c'est des personnes très compétentes à la tête de France e-sport. Nous, on dialogue régulièrement avec eux. Ils en parleraient certainement mieux que moi, mais l'idée générale, voilà, c'est de faire avancer tous ces sujets et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de blocage ou de frein, et de rendre compte de la réalité de nos activités en tant qu'équipe, mais pas que d'équipe. D'ailleurs, France e-sport représente des organisateurs de tournois également. Donc nous, on est tout à fait pour l'existence de France e-sport.
avec pour autant le bémol que je citais, l'influence en est forcément un peu limitée par le contrôle et le pouvoir des éditeurs. D'accord. Vous parlez de limites qui sont définies par l'éditeur. Il y a un jeu qui marche bien en ce moment, vous voyez où je vais arriver, c'est Fortnite, avec la volonté de mettre en place des compétitions qui vont mettre plusieurs millions de 100 millions de dollars sur la table, l'information de la semaine dernière. Sauf erreur de ma part, peut-être un petit spoil, Vitality n'a pas de team Fortnite pour l'instant, mais je pense que c'est dans les tuyaux, quelqu'un se m'étonnerait, mais Fortnite a un pays de 12 ans. Est-ce que vous êtes d'accord justement que ce soit ouvert à un public plus jeune? Le jeu est un phénomène de cours de récré. On le voit en fait, c'est un phénomène qui devient et qui va avoir un effet sans précédent en fait, sur l'histoire. Parce que c'est la première fois qu'un jeu devient grand public. Et on le voit que ce soit sur la célébration de Griezmann en équipe de France, on le voit, ça dépasse toutes les frontières, même sur la médiatisation des grands. On a pu voir des chanteurs comme Drake faire des live streams et atteindre des audiences. On a des streamers à plus de 600 000. Gotalia qui fait 80 000 viewers tous les lundis soirs, c'est des audiences proches de la TNT, même qui se dépassent certaines chaînes de TNT en France. Donc vraiment, Fortnite est aujourd'hui le jeu leader sur l'entertainment, sur le streaming. Et ce qui se passe, et c'est souvent ce qui se passe généralement, c'est que l'éditeur en fait ne s'attend pas à ce que le jeu devienne e-sport, ou c'est pas un positionnement de base, et en fait il est un peu rattrapé par le succès. Je pense que c'est un petit peu pour ça qu'ils ont fait cette avance avec des tournois à 100 millions. Je pense qu'à partir du moment qu'il y a un cash price aussi important, c'est-à-dire des revenus, je pense qu'effectivement ils vont créer justement ces structures et créer des limites par eux-mêmes. Ce qui est plutôt encourageant en fait dans ce qu'ils font, c'est qu'ils le font de manière assez transitive et crescendo, on va dire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas tout annoncé d'un coup juste pour continuer, c'est-à-dire qu'ils le font étape par étape et tu sens qu'au final le jeu commence à être de plus en plus e-sport ready, c'est-à-dire prêt à être compétitif. Mais ils prennent leur temps, justement, pendant longtemps ils ne voulaient pas justement qu'on appose l'appellation e-sport sur des tournois ou des choses, parce que justement ils voulaient avoir sous contrôle en fait justement cette dimension compétitive. Donc on sent que c'est un sujet qui est très politique chez eux, sur lequel ils sont en train de vraiment réfléchir, et je pense que quand ils vont faire des annonces qui seront très bientôt, parce qu'il y a beaucoup de salons comme le 3 et les Gamescom qui arrivent, ils vont justement se réunir autour des gros ambassadeurs et des grosses équipes pour justement essayer de statuer sur quelque chose qui pose un cadre, et ça va être important, mais je ne suis pas inquiet sur le fait que l'e-sport soit structuré, inquiet sur le fait que des enfants jouent en dessous de leurs recommandations, ça arrivera toujours, et on est dans un phénomène qui fait que le jeu est le plus joué au monde aujourd'hui, donc ça continuera. Sur l'aspect compétitif, je pense qu'il y aura une restriction forcément, parce qu'on a des montants qui sont très très élevés, et donc ça serait, je pense que ils vont être obligés de le faire. Ne serait-ce que pour leur image de marque, ils ne veulent pas de gamins de 13-14 ans qui sont dans les circuits pro, donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude là-dessus. Les éditeurs sont responsables, et s'ils ne le font pas, ils le deviennent pour des simples questions de communication. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude là-dessus. Après, comme le dit Fabien, que des gamins très jeunes, plus jeunes que leur recommandation, jouent et veulent devenir pro, ça c'est sûr. C'est aussi aux parents de faire ce boulot-là. Par contre, je remarque que vous pouvez commencer à faire de la politique parce que vous avez esquivé ma première question. Quelle question? La team Vitality celle-là, on serait ravis d'y répondre, mais on aime bien faire durer le suspense et on nous demande 10 fois par jour, et les fans attendent que ça, donc on aime bien qu'ils attendent. On répondra pas aujourd'hui. Et Gotalia est sous contrat. Comme je vous l'ai dit, je pense que vous pouvez bientôt postuler pour devenir député. On aura l'expérience pour esquiver les questions. On a trop l'habitude de l'entendre. Je ne sais pas si vous avez aussi d'autres questions à poser. Je pose la question à mes collègues. Bon, on a dû balayer. Donc, je vous remercie pour la qualité des réponses, à l'exception de la dernière que vous avez réponse. Mais justement, d'avoir pu peigner, je dirais, présenter un peu déjà vos profils, vos projets, le futur de l'e-sport pour vous en France, et permettre à chacun d'entre nous de pouvoir quelque part rentrer au cœur de Vitality, au cœur d'une équipe e-sport. Je
pour voir ce qu'elle est aujourd'hui et surtout vers quoi elle va aller pour nous permettre de bien maîtriser le sujet. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Merci.